On va continuer. Chapitre 2. Verne, faut accepter qu'on va pas tout comprendre. C'est aussi vrai. Parfois, il y a des choses où, voilà, on va pas tout saisir, pas tout comprendre. J'essaie aussi, parfois, il y a des trucs que je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup? Mais typiquement, ces trucs de longitude, latitude, je sais que je suis pas le seul être humain au monde à toujours confondre entre longitude, latitude. D'ailleurs, longitude, Londres, donc méridien de Greenwich, donc c'est comme ça. C'est à la verticale. C'est juste longitude, Londres, c'est comme ça. Maintenant, j'ai le mémo technique. Tac. Maintenant, on sait. Et vous saurez aussi. Chapitre 2. Le pour et le contre. À l'époque où ces événements se produisirent, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du Nebraska aux États-Unis. En ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le gouvernement français m'avait joint à cette expédition. Nebraska, si vous voyez pas où c'est, on va regarder. Bon, Nebraska, c'est dans le nord des États-Unis, il me semble. Non, pas du tout. Enfin, c'est un peu dans le nord, mais c'est quand même au centre des États-Unis, je dirais. Après 6 mois passés dans le Nebraska, chargé de précieuses collections, j'arrivais à New York vers la fin de mars. Mon départ pour la France était fixé au premier jour de mai. Je m'occupais donc, en attendant, de classer mes richesses minéralogiques, botaniques et zoologiques quand arriva l'incident du Scotia. J'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour, et comment ne l'aurais-je pas été? J'avais lu et relu tous les journaux américains et européens sans être plus avancé. Ce mystère m'intriguait. Dans l'impossibilité de me former une opinion, je flottais d'un extrême à l'autre. Qu'il y eût quelque chose, cela ne pouvait être douteux, et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du Scotia. À mon arrivée à New York, la question brûlait. L'hypothèse de l'îlot flottant de l'écueil insaisissable, soutenue par quelques esprits peu compétents, était absolument abandonnée. Et en effet, à moins que cet écueil n'eût une machine dans le ventre, comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse? De même, fut repoussée l'existence d'une coque flottante, d'une énorme épave, et toujours à cause de la rapidité du déplacement. Restaient donc deux solutions possibles de la question qui créaient deux clans très distincts de partisans. D'un côté, ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale, de l'autre, ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice. Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes. Qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique, c'était peu probable. Où et quand l'eût-il fait construire, et comment aurait-il tenu cette construction secrète? Seul un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive, et en ces temps désastreux où l'homme s'ingénie à multiplier la puissance des armes de guerre, il était possible qu'un État essayât, à l'insu des autres, ce formidable engin. Après les chasse-peaux, les torpilles, après les torpilles, les béliers sous-marins, puis la réaction. Du moins, je l'espère. Les chasse-peaux. Les chasse-peaux, c'est marrant comme terme, je connais pas ce terme. Les chasse-peaux, ça c'est un chasse-peau. Puis la réaction, alors là je sais pas ce qu'il entend par ça. Est-ce qu'il entend la réaction des autres États qui disent hop hop hop, qu'est-ce que tu es en train de construire? La réaction, je pense, dans le sens les hommes vont se rendre compte de l'horreur de faire des armes toujours plus meurtrières. Alors c'est aussi, ça peut être aussi ça, ouais. Ouais, le du moins je l'espère fait penser que il espère une réaction soit des États qui lui disent pop 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 arrête tout, ou des citoyens du peuple. Mais bon, l'hypothèse d'une machine de guerre tomba encore devant la déclaration des gouvernements. Comme il s'agissait là d'un intérêt public, puisque les communications transocéaniennes en souffraient, la franchise des gouvernements ne pouvait être mise en doute. Bah oui, il y a trop de problèmes. D'ailleurs, comment admettre que la construction de ce bateau sous-marin eût échappé aux yeux du public? Garder le secret dans ces circonstances est très difficile pour un particulier et certainement impossible pour un État dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales. Donc, après enquête faite en Angleterre, en France, en Russie, en Prusse, en Espagne, en Italie, en Amérique, voire même en Turquie,
l'hypothèse d'un monitor sous-marin fut définitivement rejetée. Ça se comprend. À mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène en question. J'avais publié en France un ouvrage in quarto en 2 volumes intitulé Les mystères des grands fonds sous-marins. Ce livre, particulièrement goûté du monde savant, faisait de moi un spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle, qu'il est même toujours encore aujourd'hui, hein, les bas-fonds, etc. On connaît encore assez peu, hein, les abysses. Mon avis me fut demandé. Tant que je pus nier la réalité du fait, je me renfermai dans une absolue négation. Mais bientôt, collé au mur, je dus m'expliquer catégoriquement. Et même l'honorable Pierre Aronat, professeur au Muséum de Paris, fut mis en demeure par le New York Herald de formuler une opinion quelconque. Je m'exécutais. Donc, notre narrateur s'appelle Pierre Aronat, Aronnax. Est-ce que ça se prononce X? Est-ce que c'est un nom de famille connu? Je pense pas. Aronnax, ça donne un petit côté... on est sur de la science-fiction si on prononce le X. On est sur un truc un peu fictionnel avec le X prononcé. J'ai pas que j'étais en train de suivre avec mon livre et j'ai une phrase en plus dans mon livre. Ah! C'est quoi? C'est quoi la phrase? Bon, après, c'est pas impossible, hein. Il y a des versions différentes, il y a des éditions différentes, et en plus, moi, j'ai une édition libre de droit, donc... Juste avant, à mon arrivée à New York, l'hypothèse d'un moniteur sous-marin fut définitivement rejetée. Le monstre revient à flot en dépit des incessantes plaisanteries dont le lardait la petite presse, et dans cette voie, les imaginations se laissèrent bientôt aller aux plus absurdes rêveries d'une ichthyologie fantastique. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça précise un tout petit peu le truc. Je m'exécutais, je parlais, faute de pouvoir me taire. Je discutais la question sous toutes ses faces, politiquement et scientifiquement, et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publiai dans le numéro du 30 avril. Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses hypothèses, toute autre supposition étant rejetée, il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive. Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. La sonde n'a su les atteindre. Que se passe-t-il dans ces abîmes reculés? Quels êtres habitent et peuvent habiter aux 12 ou 15 000 au-dessous de la surface des eaux? Quel est l'organisme de ces animaux? On saurait à peine le conjecturer. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? C'est à peu près les mêmes questionnements que Voyage au centre de la Terre au final, hein. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Cependant, la solution du problème qui m'est soumis peut affecter la forme du dilemme. Où nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète, ou nous ne les connaissons pas. Si nous ne les connaissons pas toutes, si la nature a encore des secrets pour nous en ichthyologie, rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés, d'espèces ou même de genres nouveaux, d'une organisation essentiellement fondrière, qui habite les couches inaccessibles à la sonde, et qu'un événement quelconque, une fantaisie, un caprice si l'on veut, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan. Fondrière, trou souvent plein d'eau ou de boue dans un chemin défoncé. Si, au contraire, nous connaissons toutes les espèces vivantes, il faut nécessairement chercher l'animal en question parmi les êtres marins déjà catalogués. Et dans ce cas, je serais disposé à admettre l'existence d'un narwal géant. Le narwal vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de 60 pieds. Quintuplé, décuplez même cette dimension, donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, accroissez ses armes offensives et vous obtenez l'animal voulu. Il aura les proportions déterminées par les officiers du Shannon, l'instrument exigé par la perforation du Scotia et la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. En effet, le narwal est armé d'une sorte d'épée d'ivoire, d'une hallebarde, suivant l'expression de certains naturalistes. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier. On a trouvé quelques-unes de ces dents implantées dans le corps des baleines, que le narwal attaque toujours avec succès.
D'autres ont été arrachées, non sans peine, de carènes de vaisseaux qu'elles avaient percés d'outre en outre, comme un forêt perce un tonneau. Le musée de la faculté de médecine de Paris possède une de ces défenses longue de 2,25 m et large de 48 cm à sa base. 48 cm? C'est pas possible, proportionnellement c'est pas possible. C'est impossible. Ça me paraît complètement insensé ce 48 cm. Eh bien, supposez l'arme 10 fois plus forte et l'animal 10 fois plus puissant. Lancez-le avec une rapidité de 20 000 à l'heure. Multipliez sa masse par sa vitesse et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe demandée. Donc, jusqu'à plus amples informations, j'opinerais pour une licorne de mer, de dimension colossale, armée non plus d'une hallebarde, mais d'un véritable éperon comme les frégates cuirassées ou les rames de guerre, dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrice. Ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable, à moins qu'il n'y ait rien en dépit de ce qu'on a entrevu, vu, senti et ressenti, ce qui est encore possible. Ces derniers mots étaient une lâcheté de ma part. Mais je voulais jusqu'à un certain point couvrir ma dignité de professeur et ne pas trop prêter à rire aux Américains, qui rient bien quand ils rient. Je me réservais une échappatoire. Au fond, j'admettais l'existence du monstre. Mon article fut chaudement discuté, ce qui lui valut un grand retentissement. Il rallia un certain nombre de partisans. La solution qu'il proposait d'ailleurs laissait libre carrière à l'imagination. L'esprit humain se plaît à ces conceptions grandioses d'êtres surnaturels. Or, la mer est précisément leur meilleur véhicule. Le seul milieu où ces géants près desquels les animaux terrestres, éléphants ou rhinocéros ne sont que des nains, puissent se produire et se développer. Les masses liquides transportent les plus grandes espèces connues de mammifères et peut-être recèlent-elles des mollusques d'une incomparable taille, des crustacés effrayants à contempler tels que seraient des homards de 100 mètres ou des crabes pesant 200 tonnes. Pourquoi non ? Autrefois, les animaux terrestres contemporains des époques géologiques, les quadrupèdes, les quadrumanes, les reptiles, les oiseaux, étaient construits sur des gabarits gigantesques. Les dinosaures, voyons, mais oui! Le Créateur les avait jetés dans un moule colossal que le temps a réduit peu à peu. C'est joli comme image, c'est joli. Pourquoi, pourquoi la mer, dans ses profondeurs ignorées, n'aurait-elle pas gardé ces vastes échantillons de la vie d'un autre âge, elle qui ne se modifie jamais, alors que le noyau terrestre change presque incessamment? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques, dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires? C'est quand même extraordinaire parce que je sais pas jusqu'à quel point on est avancé dans les découvertes biologiques des fonds marins, etc. C'est pas totalement faux au final. Les profondeurs de la mer, c'est là où recèlent encore des animaux qui n'ont pas été vraiment victimes de l'évolution qu'on a connue nous. Donc en vrai, c'est une phrase qui est assez accurate, quoi. Bravo à lui. Après, bon, on est quand même assez loin dans les recherches, etc. à cette époque-là, j'imagine, quand même. Mais au point de pouvoir dire cette phrase, je n'arriverai pas tellement à m'en rendre compte. Faudrait avoir un biologiste parmi nous. Après, Verne était visionnaire sur pas mal de choses. Ses réflexions sont toujours super intéressantes. Oui, alors c'est vrai aussi. Est-ce que c'est visionnaire ou est-ce que, au contraire, il restitue simplement le discours de l'époque des scientifiques à ce sujet-là? Mais je me laisse entraîner à des rêveries qu'il ne m'appartient plus d'entretenir. Trêve à ces chimères que le temps a changées pour moi en réalité terrible. Je le répète, l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène, et le public admit sans conteste l'existence d'un être prodigieux qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer. Mais si les uns ne virent là qu'un problème purement scientifique à résoudre, les autres, plus positifs, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre, afin de rassurer les communications transocéaniennes. Le fric, voyons, le fric! Qu'est-ce qu'on va faire avec le fric?
Les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue. La Shipping and Mercantile Gazette, le Lloyd, le Paquebot, la Revue maritime et coloniale, toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurance qui menaçaient d'élever le taux de leurs primes furent unanimes sur ce point. Le capitalisme, voyons, mais que va-t-on faire? Il faut sauver le capital, voyons. L'opinion publique s'étant prononcée, les États de l'Union se déclarèrent les premiers. On fit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narwhal. Une frégate de grande marche, l'Abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer au plus tôt. Les arsenaux furent ouverts au commandant Farragut, qui pressa activement l'armement de sa frégate. Précisément, et ainsi que cela arrive toujours, du moment que l'on se fut décidé à poursuivre le monstre ne reparut plus. Pendant 2 mois, personne n'en entendit parler. Aucun navire ne le rencontra. Il semblait que cette licorne eût connaissance des complots qui se tramaient contre elle. On en avait tant causé, et même par le câble transatlantique. Aussi, les plaisants prétendaient-ils que cette fine mouche avait arrêté au passage quelques télégrammes dont elle faisait maintenant son profit. Donc, la frégate armée pour une campagne lointaine et pourvue de formidables engins de pêche, on ne savait plus où la diriger. Ben oui, il est où le narwhal? Et l'impatience allait croissant. Quand, le 2 juillet, on apprit qu'un steamer de la ligne de San Francisco de Californie à Shanghai avait revu l'animal, 3 semaines auparavant, dans les mers septentrionales du Pacifique. Fake news ou pas? Parce que c'est vrai que pour le moment, on est plus sur du domaine de la légende. Enfin non, en fait, c'est pas vrai. Il y a quand même les coques, il y a quand même les carènes des bateaux qui ont pris cher. Mais cette information-là, si on n'a pas de preuves, compliqué à savoir si c'est vrai ou pas, ça. L'émotion causée par cette nouvelle fut extrême. On n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Farragut. Ses vivres étaient embarqués. Ses soutes regorgeaient de charbon. Pas un homme ne manquait à son rôle d'équipage. Il n'avait qu'à allumer ses fourneaux, à chauffer, à démarrer. On ne lui eût pas pardonné une demi-journée de retard. D'ailleurs, le commandant Farragut ne demandait qu'à partir. 3 heures avant que l'Abraham Lincoln ne quittât la pier de Brooklyn, je reçus une lettre libellée en ces termes. Monsieur Arona, professeur au Muséum de Paris, Fifth Avenue Hotel, New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement, votre J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. Ouh là 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 là! Ouh là là! Notre narrateur va faire donc partie de cette expédition exceptionnelle, les amis. Ou pas, hein, peut-être qu'il va refuser, mais j'imagine que si le roman fait 600 pages, c'est qu'il va accepter. J'ose le croire quand même un petit peu.